Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous vous portez bien en cette nouvelle année. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle et surtout une joyeuse année. Enfin surtout une belle année en espérant qu'elle soit plus facile que 2023 parce que je pense que depuis 2020 on accumule quand même pas mal de choses, pas mal de stress à cause de tout ce qui se passe autour de nous et qu'on a tous besoin de souffler et voilà, de se retrouver un peu, d'avoir des bons moments. Voilà. J'en profite aussi pour vous souhaiter en retard un joyeux Noël parce que j'ai pas pensé à le faire sur ma précédente vidéo. Je l'ai mis en commentaire, mais j'ai complètement zappé par rapport aux dates. Voilà, j'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez pu en profiter, que ceux qui fêtent pas Noël ont quand même pu passer voilà, un moment tranquille, cocooning, lecture, ce que vous voulez. Bon, petite pensée pour ceux qui ont dû travailler ces jours-là parce que malheureusement ils n'ont pas eu le choix. C'est vrai que c'est pas évident de travailler voilà, quand tout le monde pense à faire la fête et tout. Ou les en famille, c'est vrai que c'est pas évident de travailler ces jours-là. Bon, pareil pour le nouvel an, quoi. Il y a des gens qui vont malheureusement qui auront travaillé. Donc j'espère que ça se passera bien, que ça se sera bien passé et que vous pourrez quand même en profiter un petit peu après. Après tout, on a le droit de fêter aussi après le nouvel an. Hein, on peut souhaiter la bonne année. Normalement, on le fait tout le mois de janvier avec toute la famille. Tout ça. Donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette année voilà, ça va être peut-être un peu plus relax ou qu'on arrivera à prendre un peu plus de recul avec tout ce qui se passe. Euh, je vais pas vous faire un bilan parce que là, en fait, je dois me dépêcher de tourner ma vidéo pour des raisons de planning. Voilà, je suis un petit peu prise à la gorge en ce moment et je vous avoue que ça devient compliqué de tourner des vidéos, de poster sur Instagram, de faire les chroniques. Enfin, ça devient. J'ai déjà diminué une partie de mon activité, mais voilà. Mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter de faire ce que j'aime parce que c'est ce qui m'aide aussi à supporter voilà, le quotidien qui peut être difficile et j'adore ça. Donc, j'ai pas envie non plus d'arrêter. Mais je vous ferai un bilan du coup. Je pense que je serai plus dans un mode bilan parce que là, j'en suis pas trop là. Du coup, aujourd'hui, on va finir. Enfin, non, on va commencer l'année, par contre, on va pas la finir. On va la commencer avec un bilan, un update lecture. Le premier dont je vais vous parler, bon, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je ne l'ai plus parce que je l'avais emprunté à la médiathèque départementale. C'est Un royaume de chair et de feu qui est la suite du sang et la cendre de Jennifer et Armentrout aux éditions de Saxus. Dans le premier, on suit Poppy qui est surnommée la pucelle. Elle vit dans un monde de fantaisie. Elle vit dans une cité, enfin il y a plusieurs cités protégées, mais il est interdit de sortir de ces cités puisque tout autour vivent des sortes de vampires. Mais les vampires, vous voyez, les voraces, là, les plus méchants, ceux qu'on voit dans Buffy, là, dans les dernières saisons, qui ont vraiment rien d'humain, voilà, qui attaquent. Et elle, quand elle était enfant, avec son frère et ses parents, ils se sont fait attaquer. Ses parents sont morts, son frère et elle s'en sont sortis, et elle a été griffée, donc normalement elle aurait dû mourir ou se transformer en vampire, ce qui n'est pas arrivé. Donc tout le monde se dit, c'est l'élu en fait, c'est l'élu, c'est celle qui va pouvoir nous sortir de cette situation. Du coup, elle est voilà, un petit peu enfermée dans ce château élevé par son oncle et sa tante. Son frère lui est parti déjà à la capitale. Elle a très peu d'amis parce qu'on n'a pas le droit de l'approcher parce que c'est la pucelle. Les relations, les amours, tout ça, là c'est niette, hein, carrément. Donc Poppy, elle en a un petit peu marre, elle s'ennuie, pour rester polie et ferme, et on la comprend. Donc elle a déjà son garde du corps, enfin non, elle a un garde du corps, elle a le chef des gardes du corps qui, très heureusement, l'entraîne à se servir d'une dague, ce qui va bien lui servir après. Le soir, de temps en temps, elle en profite avec l'aide de sa seule amie, qui est sa dame de compagnie, pour se faufiler dans les rues de la ville et aller dans des troquets, des bars pas toujours un peu louches et tout. Bon, ça, c'est vraiment le début. Hein. Donc voilà, notre Poppy, elle est loin d'être une petite jeune fille sage qui attend patiemment qu'on l'envoie à la capitale pour être intronisée pucelle, devenir l'élue. Et voilà, il y a tout un cérémonial dont elle ne connaît rien. En plus, elle a peur parce que voilà, tous ils doivent passer par cette épreuve, mais elle a peur parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qui l'attend. Il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et lors de cette nuit où on la découvre dans ce bâtiment, cette espèce de saloon, sauf qu'on n'est pas dans un western, elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Hawk. On sent tout de suite que le courant passe, mais sauf qu'elle, elle ne peut pas dire qui elle est. Et patatras, quand elle retourne
dans son palais. Et ben, je trouve que Hawk est le nouveau et un des nouveaux gardes du corps du palais. Donc voilà. Donc lui ne connaît pas son identité. Donc on va jouer pas mal là-dessus, sur le fait que Poppy ne se laisse pas faire. En plus, elle subit des choses qui sont quand même honteuses. Je vais pas vous en dire trop. J'en ai déjà parlé en plus de ce roman. Bon bref, moi il y avait un petit truc que j'avais deviné, j'avais un doute. Mais bon, ça s'est avéré exact, on le sait tout à la fin. Il y a pas mal de... Voilà, c'est vrai que ce sont des autrices un peu comme Sarah Gimas, elles ont le sens du récit, c'est-à-dire qu'elles savent vous mettre des personnages et des personnages secondaires qui vous plaisent, auxquels vous vous attachez, qu'elles arrivent à approfondir. Parce que même les personnages secondaires, vous avez envie d'en savoir plus sur eux. Elle arrive à créer un sens, voilà, à des récits très, très dynamiques et vous mettre des plot twists auxquels vous ne vous attendez pas du tout. Donc voilà, donc vous terminez le tome 1, boum, comme ça, vous dites ah oui, bon, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et le deuxième a été pour moi, alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé, ça a été pour moi une déception parce que, alors je vais pas vous en dire trop, hein, mais le jeu du je t'aime, moi non plus, dans l'absolu, ça me dérange pas trop, j'aime bien quand il y a une petite tension comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu casse-pied et que bah, du coup, il y a très peu de place pour l'action, alors que dans le premier, il y a quand même énormément d'action. Et normalement, les tomes 1 sont plutôt des tomes où on installe les personnages, où c'est plus calme. C'est pas du tout le cas dans le tome 1. Il est vraiment super, super bon ce tome 1. Là, bah, bof, bof, quoi. Je me suis pissé des pavés à chaque fois, hein. Donc voilà, j'ai moins aimé, sauf qu'à la fin, bon, à la fin, il y a un peu plus d'action. Et puis c'est pareil, vous avez encore un plot twist à la fin. J'ai ouais. Enfin voilà, donc l'auteur, c'est quand même vous tenir en haleine. Donc je lirai le 3. Ça, il y a pas de souci. Elle en a sorti un autre qui est un prequel, je crois, à cette série. Voilà, donc j'espère les lire quand même, hein. Je ne vais pas le laisser tomber, mais en espérant voilà, que ce soit qu'il y ait un petit peu plus d'action. Donc ça, c'était pour celui voilà, qui m'avait le moins plu. Ensuite, en graphie... Alors, ah oui, je ne vous ai pas dit ce que j'étais en train de lire en ce moment. C'est pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Je sais que moi je suis toujours en vidéo, je suis toujours en train de regarder d'ici Legend of Tomorrow, qui est un feuilleton inspiré des bandes dessinées, des comics. Enfin, vous avez DC Comics et Marvel, voilà. Donc là, ça se regarde bien, mais c'est vrai qu'en ce moment je regarde très peu la télé. Sinon, je suis en train de lire Complètement frappé de Jean-Luc Meunier aux éditions M+. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Et j'essaie de me mettre au graphique, donc j'ai commencé les carnets de l'apothicaire. Alors, c'est attention les noms, Itsuki Nanao et dessin, c'est Neko Kurage. Et c'est aux éditions Kiun. Voilà. C'est pas mal du tout, j'ai lu que les 2 premiers, j'ai pas eu le temps malheureusement de lire plus, j'étais un peu frustrée parce que j'ai un peu prise par le temps, donc j'aurais bien en lire tous. Alors je crois que là j'ai 10 tomes, enfin 9 ou 10 tomes, la série n'est pas finie. Alors si j'ai bien compris, parce que je sais que ça existe en roman, mais apparemment à la base c'était un roman donc écrit par une japonaise, et ensuite ça a été adapté en BD, en manga. Voilà, sinon bah, du coup, hop, on va enchaîner, j'ai un graphique dont je vais pouvoir vous parler. Je vous en ai parlé, ça c'est sûr, pour vous dire que je le lisais. J'espère que je ne vous ai pas déjà fait un update lecture. Je sais que je l'ai fait sur Instagram, donc je pense que je confonds parfois un petit peu. Alors c'est Celui que tu aimes dans les ténèbres de Scotty Young et Jorge Corona aux éditions Urban Comics, encore une fois. Donc, vous voyez, j'adore la couverture quoi, avec cette maison mystérieuse. En fait, on va suivre Ro. Alors, Ro, c'est son surnom, c'est Rowena, je crois son vrai prénom, je suis plus sûre. Elle est artiste peintre. Elle a eu beaucoup de succès avec ses peintures. Elle a un agent qui est sympa et tout. Et là, elle n'arrive plus à trouver l'inspiration. Son agent lui dit bah, mets-toi au vert un moment, ça va te faire du bien. Alors, j'attends parce que la maison qu'elle choisit pour se mettre au vert, c'est voilà quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est la maison qu'on voit là. Dans la série Se mettre au vert, l'agent immobilier lui dit même ça va pas être un peu grand pour vous, ça Mais elle a choisi cette maison. On va comprendre aussi pourquoi elle a choisi cette maison. Et vous voyez, les dessins sont très sombres. Alors, moi, là-bas, c'est pas forcément le genre de dessin qui m'attire. Vous savez, moi, je suis très dessin manga. Hein, donc, mais en fait, j'ai adoré parce que je trouve que ça se prête super bien à l'univers. Voilà. Donc, elle va essayer de peindre. Le problème, c'est qu'elle a peint apparemment des choses assez, on va dire, bucoliques. Et là, elle a envie de peindre des choses noires, c'est-à-dire aller chercher la noirceur au fond d'elle, quoi, quelque part. Et elle n'y arrive pas.
donc je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi cette maison. Et apparemment, elle n'est pas seule dans cette maison qui serait hantée par un fantôme. Donc petit à petit, elle va l'apprivoiser, enfin ils vont s'apprivoiser, parler ensemble, devenir amis. Mais vous avez ces images assez inquiétantes, là, vous avez ces mains tout le temps, on a l'impression qu'ils veulent s'emparer de Rowena. Parce que c'est ce que disaient les autres chroniqueurs, c'est qu'en fait ça parle de relations toxiques et notamment de pervers narcissiques qui s'emparent de vous, parce que là, il l'empêche de sortir. Bon, il fait d'autres choses, donc je ne vais pas tout vous spoiler, mais voilà, il l'empêche de sortir. Bon, heureusement, ce qu'elle peint lui plaît. Mais voilà, quoi, on vit toujours en vase clos. Alors elle, au début, elle est tout à fait d'accord, elle est super contente de le trouver. Sauf que, ouais, ça devient très toxique. Mais moi, je me suis posé une autre question, parce que je pense qu'effectivement, ça parle des relations toxiques. Mais pour moi, il y a une autre lecture dans cette BD, parce que j'ai l'impression aussi que la toxicité vient d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a tous une part sombre en nous, on a tous quelque chose dont on n'est pas fier, puis on a tous un côté sombre, quel qu'il soit, hein, je veux dire, mais on a tous ça en nous. Et je crois elle a besoin aussi de faire ressortir cette part sombre. D'ailleurs, elle veut et elle peint des tableaux beaucoup plus sombres. Je pense qu'elle a besoin aussi de faire sortir cette noirceur. Le problème, c'est jusqu'où ça va aller et où ça va s'arrêter. Et à un moment, je me suis même dit, est-ce que ce fantôme existe ou est-ce que c'est elle qui l'a fantasmé parce qu'elle a besoin de sortir cette noirceur d'elle. Alors ça, c'est mon interprétation, hein, chacun se fera la sienne. Mais voilà, pour moi, il y avait une double lecture quand même. J'ai beaucoup aimé la fin. Elle tient sur une image assez particulière. J'ai trouvé ça super bien trouvé, quoi. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, je trouve que voilà, on en a pas mal parlé quand elle était sortie. Il y a un peu les dessins, quoi. Ils sont magnifiques, quoi. Pleine de sang, il y a toujours ces images blanches là, en fait, qui représentent ce fantôme ectoplasme. On le cite même pas, on sait même pas quel est son nom, ce qu'il est exactement. Vraiment, ouais, une très belle BD qui se lit très bien sur les relations toxiques, mais je pense aussi sur la noirceur qu'on a au fond de nous. Ensuite, je vais vous faire le one shot parce que les autres ce sont des suites. Alors, je vous dis tout de suite, hein, ce sont des suites, donc attention au spoil, hein. Je ne sais pas trop en dire, mais quand même. Celui-là, je l'ai lu il y a un moment. J'espère que j'ai mon souvenir, parce que le problème, c'est qu'il y a un moment que je l'ai lu, il y a beaucoup de personnages. C'est Le chemin de la mort poudreuse de Francesca Teosmi aux éditions Le Chant du Cygne. J'adore la couverture, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux et je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. C'est un beau bébé, hein, ce que vous voyez, c'est écrit petit. Et on va y parler de l'Atlantide au début du XXe siècle. Alors déjà, moi j'aime bien parce que l'Atlantide, c'est plutôt voilà, une cité mystérieuse qui aurait disparu bien avant l'Antiquité. Et là, on en parle en plein XXe siècle. Donc c'était un petit peu... C'est mes enfants, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose... C'est mes enfants. Donc c'était un peu étrange. Alors c'est un mélange d'Uchronie, puisque il y a une partie de l'action qui se passe après la Première Guerre mondiale. Sauf que... non, c'est après ou c'est juste avant la Première Guerre mondiale? Non, c'est après. Parce qu'il y a une double temporalité, puis des fois il y a des retours en arrière, on avance d'un seul coup dans le... Et comme je l'ai lu il y a un moment, ça c'est le problème. Enfin, l'année prochaine, la bonne résolution, c'est faire plus rapidement les updates lecture, parce qu'après j'oublie. Parce que ça commence en 1975. Ouais, c'est ça. Mais le personnage de 1975 va parler de ce qui s'est passé en Atlantide à la fin à la frontière du 19e et 20e siècle. Non. Voilà, Oui, c'est ça, à la fin du 19e siècle. Et voilà. Donc, le côté uchronie, c'est en fait, on va être pendant la Première Guerre mondiale, sauf qu'il existe des automates, des robots. Donc, du coup, la guerre n'a pas vraiment lieu parce que les puissances voilà, qui veulent se battre ont à peu près tous la même puissance. Donc, démarrer une guerre, c'est un petit peu compliqué parce que ça risque de... Voilà, en fait, tout le monde va se faire tuer. Voilà. Donc, il y a voilà, cette première guerre qui est pas tout à fait... qui sera pas vraiment une guerre. Du coup, ça remet tout en question. Ça remet plein de choses en question. C'est ce que j'aime bien dans les uchronies, hein. Les uchronies, vous partez d'un point de l'histoire, soit qui n'a pas eu lieu, soit qui a eu lieu différemment. Et ce qui fait que ça vous change tout le reste de l'histoire, notre histoire contemporaine. Moi, je pense toujours, parce que c'est la première uchronie que j'ai lue, c'est Le Maître du Haut Château, où le postulat de départ, c'est que
Les Japonais et les Allemands ont gagné la guerre, les Alliés ont perdu, donc les États-Unis sont sous domination nazie et japonaise, l'Europe aussi, voilà, on est vraiment en plein dedans. Et je veux dire, ce livre, il m'a glacé. Vous imaginez si les Alliés, la France et les Alliés et leurs alliés avaient perdu la guerre. C'est horrible. Là, enfin, je veux dire, on avait des nazis quand même de l'autre côté, donc c'était pas que de simples soldats. Des guerres, il y en a eu des tas, des pays envahis, il y en a eu des tas, mais voilà, et pour finir, bah, on formait une sorte de voilà, syncrétisme où les gens se remettaient une culture à avaler l'autre, où les deux cultures voilà, devenaient symbiotiques. Là, on est quand même sur des nazis qui pensent déjà. Il n'y a plus de juifs non plus, où ils ont intérêt à se planquer, hein, le peu de juifs qui restent aux États-Unis, voilà, on est dans ce cadre-là. Donc là, ici, on est, voilà, donc la Première Guerre mondiale n'aura pas eu lieu. On est en 1975, on va suivre un homme qui est censé rendre un reportage et il avait sa grand-mère qui a vécu en Atlantide parce qu'apparemment l'Atlantide a disparu. Alors, pas dans les flots, mais dans l'espace. Mais en fait, quand c'était une espèce de... Déjà, là, c'est compliqué à expliquer ce livre, hein. Il est très dense, hein. Il est très dense, il peut être complexe, mais c'est vraiment un super bon livre, quoi. Il vaut vraiment le coup qu'on s'accroche, voilà, qu'on fasse des retours en arrière, qu'on regarde bien les personnages. Il est vraiment super, quoi. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman. Il est super bien fait. Et en fait, l'Atlantide, à la base, c'est quelque chose qui est plutôt un peu, voilà... dans les airs, plus ou moins collés à la terre. Il y avait évidemment les premiers habitants qu'on appelle les indigènes qui avaient la peau un peu couverte de peau, voilà, qui ont été bien vite éradiqués par les différents envahisseurs parce qu'il y avait des choses à récupérer. Notamment, ils avaient une technologie assez avancée au niveau de la robotique. Ils ont, non, là, on a l'impression d'être dans Dune, mais ils ont une espèce de, pas une épice, mais un liquide qui permet de faire vivre ces automates, et très importante. Donc on a mis les indigènes de côté. Ils avaient leur religion, on a voulu bon, les mettre de côté, ce qui a entraîné le suicide des 9 dixièmes de ces religieux. Et voilà, les quatre puissances qui étaient à l'époque la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne aussi, peut-être les États-Unis, voilà, se sont plus ou moins emparés de l'Atlantide. Sauf qu'il y en a il y a des nouveaux qui sont arrivés en disant, mais qui n'étaient pas non plus des gens, des originaires de l'Atlantide. C'est pas normal, ça peut pas se passer comme ça. On va redonner leurs droits aux indigènes et arrêter de leur piquer leurs ressources naturelles. Ce qui a entraîné beaucoup de flou et de remous au niveau politique. Et là, au moment où ce journaliste en 1975 nous parle de l'Atlantide, il y avait une femme qui était au pouvoir, une chancelière, sauf qu'on sait qu'elle a été tuée, que sa grand-mère à lui a fréquenté un de ces terroristes. Voilà. Et là, on retourne je sais pas si non, pas en arrière, ça se dit pas. On retourne dans le passé. Et on va découvrir, alors par contre c'est pareil, je vais encore pas retrouver le prénom de l'héroïne. On va suivre une jeune héroïne, euh, Madette, ouais, Madès, je pense qu'on pose Madès. Mais là, vous voyez, l'Atlantide, c'est quelque chose que moi j'ai toujours un peu idéalisé. On parle voilà, on en parle comme une cité qui aurait existé, qui était très avancée technologiquement, très avancée au niveau social, où vivait la paix, la richesse pour tous, voilà. Sauf que là, vous allez vous retrouver dans les bas-fonds, mais vraiment les bas-fonds de l'Atlantide, dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire la criminalité, la prostitution, voilà, les agressions, l'utilisation des gens comme des objets, le régime politique qui a été mis en place, ben, en fait, tous les contrevenants à ce régime disparaissent. On va voir après ce qu'ils deviennent, les malheureux, voilà, il y a des prisons, vous n'en sortez jamais. Et on va suivre donc Madès, qui elle, malheureusement, n'a pas de famille, n'a personne sur qui compter, elle va essayer de s'en sortir, et elle va se retrouver, malgré elle, mêlée à des complots politiques. Bon, j'en dis pas plus, voilà, je vous spoil pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que le livre peut paraître complexe d'emblée, mais franchement, accrochez-vous, il est vraiment génial. Et j'ai adoré la fin. J'étais là, mais je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de personnages, donc il y a plusieurs récits d'intrigues. On se dit, à un moment, ils vont se rencontrer, quoi. Ça va arriver, on se dit, mais pourquoi elle met telle personne? Oui, c'est l'auteur, oui, c'est une femme. Pourquoi elle met tel personnage là? Quel rôle il va jouer? Il y a des trucs qu'on sait parce que de temps en temps, on retourne voir le journaliste de 1975, mais à la limite, il nous épaissit encore plus le mystère plutôt que de le, voilà,
plutôt que nous en dévoiler davantage. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est une uchronie steampunk, puisque le steampunk, normalement, vous êtes à la base, vous êtes dans le Londres du 19e siècle, où c'est pareil, il y a eu quelques petits changements, notamment les machines ont été fortement développées, l'industrie a été fortement développée, donc vous avez des machines, là vous avez des automates, vous avez des hommes, des hommes augmentés, hein, moitié homme, moitié robot. C'est Bioman, oui. Moitié homme, moitié robot, c'est ça, je crois, le plus fabuleux des héros. Enfin bref, c'était la parenthèse. Si vous n'êtes pas de ma génération, vous n'allez rien comprendre. Bref. Voilà, donc c'est. Voilà, vous avez, et souvent, il y a aussi l'apparition, en même temps, dans ce long du 19e ultra industrialisé, vous avez l'apparition de faées, de magie, de sorciers, de voilà, plein de choses. Et là, on est un peu dans ce cadre-là, parce qu'il y a quand même. Il y a quand même un peu de. Bon, il n'y a pas énormément. Ouais, enfin, il n'y a pas énormément de magie. En même temps, la fin est très. Je ne m'attendais pas à cette fin-là, parce que l'Atlantide, il y a beaucoup de mystères autour d'elle. On ne sait pas pourquoi elle est là, pourquoi elle est plus ou moins rattachée à la Terre, comment elle est arrivée là. Les ancêtres, les indigènes, on les a quasiment tous exterminés ou ils se souviennent pas, quoi. On leur a pas, leurs ancêtres à eux n'ont pas eu l'occasion de leur raconter leur histoire. Les religieux se sont suicidés. Voilà, donc on ne sait pas trop où on va. Et la fin est franchement très étonnante, très détonnante. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça et super bien fait. Et ça explique évidemment beaucoup de choses. Il y en a peut-être qui trouveront qu'il y a encore des zones d'ombre. Mais moi, cette fin m'a plu. Cette fin m'a plu. Je trouve qu'on a les réponses à nos questions. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Et voilà quoi, donc voilà, ça remet un peu donc c'est ce que je sais plus de quoi je vous parlais au début, donc des uchronies, donc steampunk, puisque effectivement nous avons des automates, nous avons des hommes qui utilisent ces nouvelles technologies, voilà, donc sauf que ça se passe en Atlantide et en France, et plutôt début 20e. Mais de plus en plus, maintenant, le steampunk n'est plus réservé au Londres du 19e siècle. Donc, mais c'est bien, ça permet de découvrir un peu, de développer le genre, on va dire. Mais franchement, allez-y, c'est un super livre. Je vous dis, il faut s'accrocher au début, hein. Mais en même temps, il en vaut largement la peine. Puis des fois, ça vaut la peine aussi de faire un petit effort et voilà, et de s'accrocher bien, bien dans son livre et faire une super belle découverte. Ensuite, je vais vous parler des suites que j'ai lues. Alors là, c'est Mirage Memories. Alors, je suis toujours dans le dark. Ouais, je suis dans le dark. Mirage Memories, donc dans l'arc 1, donc c'est Rébellion. Donc là, nous sommes dans l'épisode 2. Les chaînes immuables du passé, c'est de SP Decroix. Dans le premier, on est dans un monde post-apocalyptique. Alors, non seulement voilà, donc c'est le bazar sur Terre parce que tout a été détruit. La Terre, on le voit, hein, il n'y a quasiment que des déserts, il n'y a quasiment plus d'eau ni rien. Et en plus de ça, les humains n'ont rien trouvé de mieux que ceux qui ont survécu, que de se battre, parce que parmi les humains va se créer une grosse scission, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont devenir des télépathes, qui vont avoir des pouvoirs, et pas les autres. Donc les télépathes vont vouloir se écraser. Pour les autres humains, pour eux, c'est de la merde, quoi. Ils veulent les écraser, ils les réduisent en esclavage, voilà. Et il y a une seule cité qui résiste, qui s'appelle Mirage, où il existe encore des êtres humains, où ils ont réussi à construire un dôme pour se protéger des pouvoirs des télépathes, jusqu'au jour où il y a des télépathes qui viennent de je ne sais plus comment s'appelle la cité, mais de la cité ennemie, et qui demandent asile. Alors, sur le coup, les humains ne sont pas très joyeux, n'ont pas envie de leur ouvrir les portes ni rien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que ce sont des espions? Est-ce qu'ils veulent voilà, nous trahir, faire tomber Mirage? Bon, on se doute bien que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on va en apprendre petit à petit sur le world building, sur le background du livre, tout ce qui s'est passé avant, comment ils en sont arrivés là. On va aussi avoir pas mal de révélations sur les personnages auxquels on ne s'attend pas forcément non plus. C'est pareil, l'autrice a très bien su mettre dans le premier, beaucoup d'action et de rebondissements. En plus, vous voyez le travail qui est fait, le travail éditorial, je trouve qu'il est magnifique. C'est pareil, vous avez une chronologie de ce qui s'est passé. Vous avez un glossaire, voilà, avec les personnages par exemple, c'est super beau quoi. Donc ça permet de s'y retrouver quand vous prenez le tome 2.
Voilà, et donc bien sûr, il va y avoir opposition entre les télépathes et d'un autre côté les humains avec quelques télépathes qui les ont rejoints. Je vous en dis pas plus pour le tome 1. À savoir qu'il existe aussi, alors j'ai demandé à l'autrice hein, parce que j'avais peur de dire une bêtise, il y a des vers de terre qui vivent sous terre, mais des vers, voilà, c'est style Dune. Elle m'a dit oui, c'est fait exprès, c'est une référence à Dune. Sauf qu'ils ne sont pas tout à fait comme ceux de Dune. Alors j'ai pas encore lu Dune, j'ai vu le film, le vieux film et le dernier, parce que le tout dernier, là, il devait sortir fin d'année, il sortira qu'en 2024. Au niveau grandeur, c'est la même taille, quoi. Après, ils ont un petit quelque chose en plus. Donc, ils vont jouer un rôle beaucoup plus important. Ces vers, je pense qu'on peut encore appeler ça des vers de terre, des lombriques, parce qu'ils sont tellement gros. Voilà, ils vont jouer un rôle plus important dans le second tome. Le second tome se pose un petit peu. Voilà, c'est-à-dire c'est un petit peu le repos du guerrier. Du coup, on apprend. Parce qu'en fait, chaque chapitre, c'est la voix d'un personnage, quoi. d'Anne, Marc, voilà. Donc, on sait ce qui leur arrive. Comme ça, on a les différents points de vue aussi. Ce qui donne du dynamisme au roman. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Il est très dense, hein, le premier. Il y a beaucoup de choses aussi d'expliquer, beaucoup de personnages, beaucoup d'événements du passé. Voilà, mais en même temps, c'est beaucoup d'action. Mais en même temps, c'est super à lire. Là, ça se pose un petit peu, ce qui fait du bien. Ça permet de creuser un peu plus les personnages. Et ça, c'est pareil. J'étais contente d'en savoir un peu plus sur les personnages, de voir un peu plus ce que eux pensaient de ce qui allait arriver, parce que bah, ce qui se passe dans le premier va pas être sans conséquence pour le second tome. Notamment pour nos télépathes qui ont trahi les leurs. Ils ont beau avoir rejoint les humains, on les considère encore un peu comme voilà, comme des traîtres. Et puis pendant ce temps-là, on va dire qu'il y a des personnes qui continuent à vouloir s'emparer du pouvoir, à vouloir détruire les humains, que la guerre qui a été menée contre les télépathes n'est pas complètement finie non plus. Voilà, donc petit à petit, on sait que derrière, il se passe autre chose. Il y a aussi des fois, j'oublie d'en parler, mais c'est quand même très important parce que je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure des tomes. En fait, on entend parler la cité Mirage. Les autres ne la voient pas, mais nous, on la voit en tant qu'entité. Elle est Mirage et elle sait des choses sur le passé, mais elle sait des choses aussi sur le futur. De temps en temps, elle donne un petit coup de pouce ou elle essaie d'orienter les gens voilà, pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Elle est très attachée à des personnages du roman. Voilà, donc je ne sais pas quelle importance elle va prendre. Pourquoi voilà, c'est une cité, comment elle a pu devenir. Alors on ne la voit pas, elle est invisible. Mais elle s'incarne dans une femme. Elle s'imagine en femme quand elle... Mais personne ne peut la voir. Elle pourrait s'incarner dans n'importe quoi. Enfin, elle s'incarne même pas puisqu'on ne la voit pas. Mais c'est une entité. Donc, elle existe. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Comment elle est née? C'est quoi son but? Enfin, voilà, on sait elle a des choses de prévues, mais on ne sait pas quoi. Donc, on avait déjà ça dans le premier tome. On l'a aussi dans le deuxième. Donc, je pense, des fois, j'oublie d'en parler, mais à mon avis, c'est très important. Parce que je pense que elle va prendre de plus en plus de place. Et voilà, Mirage est toujours debout. C'était la cité rebelle et c'est un symbole, donc c'est une cité très importante. Donc vraiment un deuxième tome, alors les gens vont me dire qu'il y a peut-être eu moins d'action, ouais, mais ça fait du bien, on apprend à mieux connaître les personnages, et puis au niveau de l'action, ne vous inquiétez pas, parce que ça dure qu'un temps, après c'est reparti, alors là, ça boum, c'est... Puis alors ils sont obligés de se battre un peu sur tous les fronts, voilà. Et vous avez, encore une fois, vous avez un personnage qui arrive, on se dit, oh là, toi t'arrives là, on n'a jamais entendu parler de toi, il y a un truc avec toi, il va se passer quelque chose. Effectivement, et on en apprend un petit peu sur ce nouveau personnage, mais frustration, pas tant que ça non plus. Donc moi j'aimerais bien savoir qui est ce personnage. Enfin, si on le sait qui est ce personnage, son nom, mais enfin bon, ça ne définit pas complètement une personne. Donc j'aimerais bien savoir qui est ce fameux deuxième, enfin ce deuxième, non pas ce deuxième, ouais, mais ce nouveau personnage, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, parce qu'apparemment, il n'a pas fait que des choses bien. Donc voilà, donc j'attends la suite. Je ne sais parce que là c'est des rééditions, donc je ne sais pas quand est-ce que l'auteur va rééditer la date exacte du troisième tome, mais voilà, tenez-vous prêts en tout cas pour Mirage Memories. Et je vais finir encore avec une saga. Alors c'est pas, par contre je sais plus où j'en suis dans mes sagas, c'est le tome 4 celui-ci, le tome 3 pardon. Ouais, c'est ça. Donc c'est Akotar, tome 3, Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas aux éditions de La Martinière, pardon, que j'ai commencé, que j'ai lu en lecture commune. Donc là, je les ai finis, hein. J'ai fini ça c'est le 3. Il y a un petit tome 3.
Non, c'est pas le 4 ça. Bon, ils ont marqué tome 3, mais en fait c'est tome 3, 5. C'est ça, je dis pas de bêtises. J'ai peur de me tromper. Ah bon, j'allais dire, ils me mettent les titres, mais non, c'est les titres de Kéléane, alors un palais de glace et de lumière. Ouais, enfin pour ça, pour moi, un palais de glace et de lumière, c'est le 3-5. Le 3, c'est celui-ci. De toute façon, en lisant le résumé, oui. C'est le troisième. Donc c'est pareil, je vais essayer de pas trop vous spoiler. D'autant que moi, j'avais eu une mauvaise expérience, c'est-à-dire qu'on m'avait spoilé le tome 2. Je venais juste de finir le tome 1, je crois, et je m'attendais pas du tout à ce que le livre prenne cette direction. Alors peut-être qu'en lisant le tome 2, je m'en serais douté vite, j'en sais rien. Mais du coup, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi sur ma lecture, même si je trouve que voilà, j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai fini la série, j'ai fini les tomes qu'elle a écrits parce que bah, il y en aura d'autres, mais quand je ne sais pas, parce qu'elle écrit Kéléana en même temps. Elle a commencé Crescent City, j'ai adoré le tome 1. Voilà, donc bah, pour l'instant, ma préférence va à Crescent City. Et pour cela, alors, je suis désolée pour tous les fans de Fer, mais j'ai complètement craqué pour le tome 4 et les personnages, le couple du tome 4. Voilà, j'ai adoré. Même si ça me faisait rire parce que le dernier tome, vous avez un gros macaron interdit aux moins de 18 ans. Ah, j'y sont décidés à mettre moins de 18 ans. C'est vrai que ça peut être un peu. Ouais, mais ouais, moins de 18 ans, effectivement. Je n'avais pas bien lu, c'était marqué scène de sexe explicite. Si, ouais, effectivement, bah, maintenant c'est trop tard, je l'ai vu, mais enfin bon, je me dis, ça va aller, j'en ai vu d'autres. Hein, mais j'avais pas vu, ça m'a fait rire, parce que j'ai même pas lu ce qui était noté sur le macaron, j'ai juste vu moins de 18, j'ai pas fait gaffe, donc voilà. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, même les premiers. Donc là, on va toujours. Alors j'essayais de pas trop vous spoiler, donc faire dans le tout premier épisode, en fait, le monde est divisé. On va dire que le monde, pour faire simple, est divisé, c'est un monde de fantasy, en trois parties. Il y a eu une guerre entre les Fae et les humains qui en avaient marre d'être les esclaves des Fae. Ça a débouché sur une paix parce qu'il y avait des massacres partout. Donc les humains voilà, ils ont réussi à écoper d'une petite partie du monde et le reste est pour les Fae. Sauf que, alors je ne sais plus, c'est à l'ouest, à l'est, à l'ouest. Alors que je vous dise pas de bêtises. Oui, à l'est de leur monde existe le monde d'Hiberne, du roi d'Hiberne, qui lui n'a pas voulu signer ce traité, qui aurait voulu saigner tous les humains en l'occurrence, voilà, qui n'est pas du tout d'accord avec la décision que les Fae ont prise en mettant en place la paix avec les humains. Et faire au début, bah, c'est vrai que le début fait penser à La Belle et la Bête, puisque son père, elle vivait avec sa mère, ses deux sœurs. C'était des marchands, ils vivaient dans l'opulence. Du jour au lendemain, sa mère est tombée malade et morte. Son père a perdu toute sa richesse. Ils se sont retrouvés dans la pauvreté. Et Fer n'a eu d'autre choix que pour faire survivre sa famille que d'aller chasser dans la forêt. Là, ça m'a fait penser à une Girl Games en même temps. Ça. Mais voilà, elle n'a pas eu d'autre choix jusqu'au jour où elle tue un faé qui est sous forme animale. Et il y a un autre faé, Tamlin, c'est ça, c'est pas Tamlin, moi je ne me trompe pas, qui vient la voir lui disant: t'as tué mon ami, t'as tué un des miens, je t'emmène avec moi. Je t'embarque, allez hop, tu viens dans mon palais d'été, t'as pas le choix. Du printemps, c'est palais du printemps. La cour du printemps, voilà, parce qu'il y a plusieurs cours hein, selon les faillés. Et les autres n'ont rien à dire. Donc, il faut savoir que les humains détestent les faillés pour tout ce qui s'est passé avant. Et petit à petit, bon, vous allez vous douter un peu de ce qui s'est passé. Sauf que dans le même temps, le roi d'Hiberne a envoyé une de ses reines Fae pour faire régner la terreur au sein des royaumes Fae. La cour du printemps où Eifer est encore assez épargnée, mais il y a des endroits où les Fae sont tenus en esclaves, obligés d'obéir à cette reine qui est très puissante et très cruelle. Voilà, donc vous dites bien qu'à un moment, ça va clasher entre Fer et cette fameuse reine. On va découvrir d'autres personnages et ça va amener à d'autres choses dans les tomes suivants. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne voudrais vraiment pas vous spoiler, ce serait dommage, parce que c'est une très bonne série, une très bonne saga. Voilà, pareil, je trouve que Sarah J. Maas, elle a vraiment le sens voilà, du récit, c'est-à-dire que elle nous met des personnages qu'on apprend à connaître de mieux en mieux, qui c'est déjà une combattante au début, hein, mais plus ça va aller, mieux ça va être pour elle. Plus elle va se battre, elle va devenir une véritable guerrière. Donc ça, c'est super de voir ce personnage évoluer comme ça. Il va y avoir une évolution aussi entre les relations entre les différents personnages. Il y a plein de personnages secondaires, mais on n'a qu'une envie, c'est de les connaître plus. Mais elle, c'est terrible. Elle, hein, c'est vraiment, on se dit, mais
On espère qu'elle va faire plusieurs tomes sur les autres personnages, parce que franchement, on a envie d'en savoir plus. Et elle a toujours ce sens de... voilà, il y a... C'est vrai que c'est classé un peu en romantaisie. Je trouve pas que la romance prenne énormément de place là-dedans. C'est déjà, ils sont pas en train de un partout dans tout le palais, hein, rassurez-vous, il y a pas, il y a quelques scènes, mais franchement ça va. Il y a surtout des complots politiques, il y a surtout de nombreux personnages à connaître, il y a surtout un background assez important. On a voilà, une fère qui est badass, qu'on adore, mais qui en même temps voilà, qui n'a pas le choix et qui s'est restée humaine. On a voilà, c'est la reine du rebondissement aussi, Sarah Gimas, quoi. Elle a le chic pour vous mettre un rebondissement au moment où vous n'y attendez pas. Dans le tome 2, enfin, si elle introduit de nouveaux personnages, mais elle en remet aussi en avant auxquels qu'on ne s'attendrait pas à voir et qui prennent de plus en plus d'importance. Enfin, je suis vraiment, et ce qui fait qu'on devient accro à la série parce qu'on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir ce que va devenir Fer, mais aussi ce que vont devenir les personnages qui gravitent autour d'elle. Et il y a plein de secrets, il y a il y a tout un monde de fantaisie qui, au fur et à mesure des tomes, se met en place et qui rend la série de plus en plus passionnante. Et bon sang, quand est-ce qu'elle va écrire le 5? En attendant, je vais me rabattre sur Crescent City. Keleana, je les ai pas, mais je me dis... je dis si je commence Keleana alors que j'ai déjà celui-ci et Crescent City, parce que Crescent City, c'est une cité. Je crois qu'il y a 4 ou 5 quartiers, donc je pense qu'il y aura au moins 4 ou 5 tomes. Ouais, il n'y a que le deuxième qui est... Le deuxième est sorti cette année et il vient de sortir en poche il n'y a pas longtemps. Donc, enfin, cette année, en 2023, j'entends. Mais voilà. Donc, je ne sais pas trop. Si je vais me lancer dans une autre série, je pense que je lirai peut-être avant Crescent City quand même, puis des sagas. Je vous ferai un point saga aussi, ça va être très amusant, je le sens, vous allez rigoler. Mais en tout cas, je vous conseille, faut aimer l'heroic fantasy, faut aimer qu'il y ait du sentiment, des relations, même si des fois les relations, ils s'en prennent, enfin ils s'en mettent plein la tête les uns aux autres. Hein. Il faut aimer, voilà, qu'il y ait un peu, c'est pas de la high fantasy ou de la hard fantasy, hein, voilà, on est... Pour moi, c'est pas tout à fait non plus. On est plus ouais, vers la mouvance romantasy, même s'il y a énormément de batailles, énormément de magie, des personnages, même des objets même qui sont très étranges, gorgés de magie, des personnages qui sont là depuis des millénaires, que même les faillis n'ont pas, qui sont même plus puissants que les faillis. Enfin, vous voyez un peu le truc. Il y a quand même un monde qui est construit, qui est quand même très important. Et c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment une très bonne série qui se lit bien, sur laquelle il y a beaucoup de rebondissements. Je sais qu'il y en a un qui faisait 800 pages, et en fait, je l'ai dévoré tellement il se lit bien. Donc voilà, si vous aimez le genre fantasy, mais pas trop non plus que de la fantasy, avec quelques, voilà, des relations, des je t'aime moi non plus, des, voilà, un peu de romantaisie, tout ça. Enfin voilà, et puis les rebondissements, je pense que vous allez vite vous attacher. En tout cas, on l'a lu en lecture commune. Je ne vais pas faire la gaffe de dire ce qui s'est passé, mais on a des gros attachements tous pour plus ou moins pour certains personnages, mais on a de gros attachements. Je pense que Fer fait l'unanimité d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais vraiment, vraiment voilà, une saga. Je pense que Sarah Gema, c'est vraiment une auteure au-delà du côté médiatique, au-delà du côté on entend parler qu'elle. Oui, bah, elle vaut le coup d'être découverte aussi, quoi. Donc voilà, allez-y. Donc moi, je vais m'arrêter là parce que voilà, j'ai encore plein de choses à préparer. Puis bon, ça fait 5 livres, c'est déjà pas mal quand même. Donc du coup, bah, je vous souhaite de bons vœux pour 2024. Ça me fait drôle de dire ça alors que moi, j'ai pas encore passé 2024. Je ne sais pas, la prochaine fois, ça dépendra le temps que j'ai parce que je vais être juste revenue de famille, parce que je vais avoir le temps de tourner une vidéo où je ferai peut-être un truc tout simple. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Mais moi, je suis la reine du je fais mes bilans toujours en retard. Hein. J'ai pas, sur Instagram, j'ai pas encore fait mon bilan du mois de novembre. Hein. C'est pas grave. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. Voilà, voilà, n'oubliez pas, la lecture, ça aide aussi à changer les idées, même si, je l'avoue, je suis la première en ce moment à avoir du mal à me plonger dans un livre, à me concentrer. C'est vrai que c'est dur. Voilà, il y a des périodes. Bon, des fois, il faut peut-être relâcher un peu, aller vers des livres qu'on aime, des livres plus simples, et puis prendre son temps, voilà, ça arrive. Voilà, donc encore une fois, je vous renouvelle tous mes vœux. Je vous souhaite encore de belles aventures livresses pour cette année 2024 et je vous retrouve très bientôt. Bye bye, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici.